Bonsoir à tous. L'invité de l'entretien du jour est un féru d'anthropologie culturelle. Il est le président de l'association de médiation interculturelle. Il y a quelques jours, il a signé une tribune virulente sur le soutien de la France à la candidature du Rwanda à la tête de l'OIF. C'est pour cela que nous le recevons ce soir. Josué Mukalengue, bonsoir. Bonsoir, cher Ahmed. Merci d'avoir accepté notre invitation. Peut-être qu'avant d'évoquer le sujet pour lequel je vous ai fait venir ce soir, vous pouvez présenter votre association à nos téléspectateurs. D'accord. Créée en 2004, l'association de médiation interculturelle a en son sein ce qu'on appelle l'Observatoire international de la mobilité des cultures. Et ça nous permet d'évaluer un peu les enjeux de toutes les mobilités, des personnes, des cultures et de tous ceux qui sont sur place en France, parce qu'en fait, il y a aussi un certain nombre de choses qu'il faut absolument évaluer. Donc nous l'avons fait un peu pour donner quelques réponses aux préoccupations qu'on constatait en termes de chômage, en termes de dégradation de certains quartiers et en termes aussi de décrochage des jeunes. Voilà. Ça remonte à quand ça? À 2004. 2004, nous l'avons fait. Et en le faisant à cette époque-là, la France avait encore plus ou moins 400 quartiers difficiles. Et aujourd'hui, on en compte plus d'un millier. Plus de 1000 quartiers, 1300 quelque chose, quartiers. Finalement, vous n'avez pas réussi votre mission. Ce sont des actions à taille humaine que nous menons. Donc nous essayons d'aider tous ces jeunes qui pouvaient peut-être se retrouver d'une manière ou d'une autre en dérive. On les oriente, on les met en contact avec certains services municipaux. Il y a quand même les politiques de la ville, peut-être qu'il faut aussi secouer un peu, qui ne semblent pas bien accompagner tous ces jeunes. Voilà. Et donc, vous travaillez avec des quartiers difficiles, des jeunes issus des quartiers difficiles et qui connaissent des difficultés et qui... décrochage scolaire, banditisme, difficultés aussi, parfois même quand ils vont bien à l'école, etc., à décrocher un bon job. Et donc, vous êtes là pour être comme des tuteurs, pour les amener à la réalisation. Exact, c'est ce que le président de la République appelle aujourd'hui avec le plan Bordeaux avorté, qui n'a pas pris en compte de façon totale, globale. Il dit qu'il a besoin aussi que les associations puissent faire du coaching, coacher les jeunes pour les orienter. Et c'est ce que nous faisions, et de façon peut-être empirique. Pas empirique vraiment, parce qu'on a des outils scientifiques quand même. On peut évaluer l'état d'esprit, tout ce qui est sous-estime. Il y a des moments où les jeunes se sous-estiment. Alors, nous sommes quand même aussi dans un contexte un peu pessimiste, globalement. Nous sommes un peu champions du monde en pessimisme. Donc, il faut réveiller tous ces talents, les prendre en compte, les orienter et les aider. Voilà. Très bien. Est-ce que c'est au nom de cette association que vous avez publié la tribune dont je parlais tout à l'heure, ou bien c'est à titre individuel? C'est au nom de cette association. Pourquoi? Parce que cette association milite aussi pour le rapprochement des peuples. Et lorsqu'on rapproche les peuples, vous avez mis l'accent sur mon engouement pour l'anthropologie culturelle, qui veut dire aussi la sociologie des espaces culturels, comprendre comment fonctionnent les espaces culturels. Et l'espace culturel, Afrique centrale et l'Afrique centrale, avec tous ses voisins, on sait comment ça se passe un peu dans ce contexte-là. Et puis la SADC aujourd'hui qui est pratiquement renouvelée avec le départ de certains parrains qui sont partis, entre autres Zuma et Mugabe. Nous pensons qu'on peut faire attention à la manière dont on va restaurer l'enjeu de cet espace géopolitique. Pour ceux qui nous écoutent, peut-être se pose-t-il la question de savoir de quoi parlons-nous. On va les resituer. Il y a quelques jours, le chef de l'État rwandais, qui n'était plus revenu en France depuis 3 ans, vient en France à l'occasion d'une rencontre organisée avec ceux qui s'occupent de la technologie et tout ça. Le Rwanda est en pointe en Afrique sur ça. Et
il va rencontrer donc son homologue français, Emmanuel Macron, et à l'issue de leur entrevue, le chef de l'État français va déclarer à la presse que son pays, la France, soutient la candidature du Rwanda à la tête du secrétariat général de l'OIF. Et là, vous bondissez de votre fauteuil. Bien sûr que oui. Le Rwanda s'illustre dans le domaine numérique. Ça, c'est à l'origine, moi, je sais comment ça s'est arrivé. Oui. En 1965, Mobutu prend le pouvoir. Il nomme à la tête de son cabinet Monsieur Bisengimana Rwema, qui est un citoyen d'origine rwandaise qui vivait au Congo. Oui. Cet homme, je l'avais vu, moi, de mes yeux, dans un grand atelier en 1978, mettre en place ce qu'il a appelé, ce qu'il m'a dit. Il avait dit qu'il appelait ce système assist. Et ce système a été transféré sur le Rwanda pour lui donner un peu son positionnement actuel. C'est tout à fait légitime. Mais ça n'a pas profité à la RDC. Hein? Ça n'a pas profité à la RDC. Et même c'est à la même période que la RDC a été déplumée complètement sur le plan international. Nous n'avons pas de représentation valable au sein des institutions internationales. Oui. Et là, nous sommes deuxième pays francophone mondial. Oui. Et c'est grâce à monsieur le poète président Léopold Sédar Senghor qui a amené le Congo au sein de la francophonie. Bon, avec ses 90 millions d'habitants aujourd'hui, autant de locuteurs, nous pensons qu'il faut quand même un peu faire attention à la géostratégie, à la géopolitique de l'Afrique centrale qui risque de prendre un coup. De quoi parlons-nous là? Vous êtes en train de défendre votre pays ou vous êtes en train de défendre une idée selon laquelle on ne peut pas accorder au Rwanda de briguer la tête du secrétariat général? Pour que les gens qui nous écoutent comprennent bien votre point de vue. Pour la simple raison que la francophonie est un espace aujourd'hui érigé en termes d'organisation politique. Oui. Elle ne peut pas être dirigée par un pays qui n'est pas démocratique. Le Rwanda est classé dans la classification mondiale au 133e position mondiale des pays qu'on appelle les pays, les régimes qu'on appelle les régimes autoritaires. Oui. Ce n'est pas vraiment être contre un pays, mais c'est de dire que la francophonie doit être un modèle de référence et valoriser en tout cas ses principes et ses valeurs d'excellence. Monsieur Mukalengue, très honnêtement, de vous à moi, quand je vous entends lever l'étendard de la démocratie, pardonnez-moi, sans faire injure à votre pays, la RDC ne peut pas être citée comme un exemple de la démocratie. Raison pour laquelle je me dis qu'il faut tenir compte des enjeux de cette région. Le président actuel de la RDC a été parrainé par le Rwanda pour accéder au pouvoir. Ça, on le sait, depuis son défunt papa, nous pensons qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé entre le Rwanda et le Congo et le régime qui est au Congo, avec 12 millions de morts. Pendant toute la présence de ce régime qui est là au Congo, classé 163e mondial, comme encore un autre régime autoritaire, je pense qu'on ne peut pas donner à la francophonie un leadership des régimes qui ne sont pas des régimes démocratiques. Pardonnez-moi, je vais essayer de traduire votre pensée. Vous allez me dire si j'ai raison. Vous dites le Rwanda est un voisin encombrant qui nous a beaucoup créé du tort en République démocratique du Congo. Et donc, l'OIF, qui est une organisation qui doit rayonner sur le plan mondial, ne peut pas confier sa destinée à un pays comme le Rwanda qui nage en eau trouble. C'est ce que vous êtes en train de me dire? Exactement, c'est ce que je veux dire. En même temps, l'OIF a une expertise. Lorsqu'il participe à l'accompagnement de l'organisation des élections, généralement, son expertise compte. Oui. Mais comment l'OIF s'y prendra-t-elle lorsque le Congo, dans sa situation de déliquescence, va organiser les élections qui n'ont toujours pas
eu des échos favorables dans le monde parce que ça a toujours été organisé de façon un peu truquée. Pourquoi vous ne dites pas clairement ce que vous pensez en disant j'ai peur que si le Rwanda, par exemple, prend la tête de l'OIF, qu'on puisse protéger le régime de Kabila, par exemple? Ça a toujours eu lieu dans le monde. Et ce qu'il faut faire, c'est de dire à notre cher président, M. Macron, de ne pas tomber dans le piège de cette sorte de copinage qui risque de blaser son image, l'image de celui qui nous a dit, il nous amène vers un nouveau monde. Le nouveau monde de Macron, c'est aussi faire tomber les clivages des goulags idéologiques qui existaient en France. Et aujourd'hui, il a permis à tout le monde de commencer à penser politique, à pouvoir être engagé. Et je ne pense pas qu'il va ternir cette image dans le monde. Et au Congo-Kinshasa, avec ses 80 millions d'habitants, 60 millions de jeunes. 60 millions de jeunes. Si jamais ce pays n'arrivait pas vraiment à se structurer, à accéder à la démocratie, imaginez combien d'autres personnes prendront le chemin de l'exil de façon périlleuse. Au fond, vous pensez à votre propre pays, vous ne pensez pas à l'OIF, au fond. Au fond, vous craignez pour votre pays l'arrivée d'un puissant voisin comme le Rwanda à la tête d'une organisation dont on connaît la certification en matière d'élection. Vous vous dites, ça ne sent pas bon pour mon pays, mais vous ne défendez pas en fait la langue française, ni la francophonie, ni l'espace francophone. Donc on est d'accord. Je peux faire comme le président Macron, je le fais en même temps. Ah. À la fois pour l'OIF et à la fois pour le Congo. Oui. Pour l'OIF, parce que j'y ai déjà travaillé en tant qu'ancien secrétaire général chargé de mission, mais au niveau national, pour l'organisation du 4e sommet qui a été annulé. Annulé avec le veto du grand poète Aimé Césaire, qui avait dit non, on ne peut pas organiser le 4e sommet dans ce pays-là, parce qu'il y a une dictature. Mais pourquoi on donnerait la responsabilité de l'OIF à une autre dictature? Je ne comprends pas aussi pourquoi Hollande, M. François Hollande, le président François Hollande, avait accordé l'occasion à un régime autoritaire d'organiser le 14e sommet au Congo-Kinshasa. J'ai l'impression qu'on ignore les potentiels du Congo. Le Congo est aujourd'hui sur le plan, j'allais dire, environnemental, l'un des pays qui compte. C'est le 2e poumon mondial, c'est le puits du CO2 qu'on connaît tous scientifiquement, mais une fois que ce pays-là sera désordonné, balkanisé comme certains sont en train de penser à le faire, et que toutes ces forêts seraient probablement détruites, qu'en serait-il du monde? Nous devons avoir des régimes sérieux. Je vous avais mal compris. Je pensais que vous étiez en train de défendre globalement l'OIF et au fur et à mesure qu'on avance, je comprends la subtilité de votre pensée. C'est de dire, vous ne pouvez pas non seulement donner l'OIF ni au Rwanda, ni d'ailleurs à la RDC, ni à aucune autre dictature au monde. Il y a 18% des pays africains qui sont éligibles à être à la responsabilité au sein de l'OIF. 18% des pays. Les pays qui assument les normes démocratiques. En premier, je parlerai du Bénin. Pourquoi ne pas aller chercher dans le vivier béninois des gens sérieux? Il y en a plein là-bas. Cette démocratie tient la route. Cette démocratie tient la route. Et pourquoi chercher à déstabiliser? Si les Béninois n'envoient pas de candidature et que c'est le Rwanda qui veut bien présenter un candidat. Non, le Rwanda est... Ou si les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest sont incapables de dégager un candidat de consensus comme l'Afrique centrale ou l'Australie. Je crois qu'il y a toujours beaucoup de candidats, un peu comme à l'élection de Mme Jean. Mme Jean, ce n'est pas une petite pointure. Elle était gouverneure du Canada, représentant la couronne royale. Donc nous ne pouvons pas lésiner sur les moyens pour préserver l'humanisme au sein de l'OIF. L'OIF est une œuvre qui a été obtenue au prix de beaucoup d'efforts. Je ne prends pas la thèse de notre ami Alain Mabankou, lui qui considère l'OIF comme une œuvre coloniale. Moi, je ne suis pas dans cette thèse-là.
Parce que quand on écrit en langue française, on pose un acte politique. Oui. Et la langue française a été imposée à la France, qui avait des langues, qui avait des patois. Il y avait la langue Oï au nord, dans le nord, et la langue Doc dans le sud. Mais le roi avait pris un décret pour imposer à tous les Français de travailler, de parler la langue française. Donc je pense que ce n'est pas vraiment une action qui relève d'une quelconque velléité coloniale. Est-ce que vous savez si vous allez organiser cette marche dont vous me parliez avant ou finalement vous renoncez à organiser cette marche de protestation? Je sais que M. Macron est un homme très intelligent. Oui. C'est un homme qui comprend la philosophie. Et quand on est philosophe ou on comprend la philosophie, on a le sens critique. Il doit prendre en compte, s'il nous entend en ce moment, M. Macron, s'il vous plaît, monsieur, ne bradez pas la francophonie pour des raisons quelconques de copinage ou de lien entre les États. On ne peut pas régler le contentieux franco-rwandais avec cette hypothèque-là. On ne peut pas hypothéquer le Congo-Kinshasa dont les terres arides les terres arables peuvent nourrir 5 milliards d'êtres humains sur la Terre. Mais mettre du désordre dans ce lieu, en tout cas, à quoi ça servira? Le Congo-Kinshasa fournit 50% de cobalt, avec lequel on fabrique tout ce qui peut être nuisible en milieu d'armement. Bon, il y a des industries d'armement qui s'en servent. Le coltan, qui est devenu aujourd'hui une honte pour le monde, que l'extraction minière en vienne à ce niveau-là, d'utiliser les enfants, de ne pas mettre des moyens modernes pour développer cette exploitation et partager un peu les ressources de ces biens, de ces moyens du sous-sol et du sol et du sous-sol. Pourquoi pas? Moi, j'en appelle à une chose, tous ceux qui pensent que cette thèse les convainc, contactez-nous, nous allons nous organiser, pas pour faire des marches tapageuses, mais pour faire des propositions concrètes au président de la République, M. Emmanuel Macron, et dire à son conseil présidentiel pour l'Afrique qu'ils doivent commencer à travailler. Je pense qu'il n'aide pas le président de la République, M. Macron. Il lui prodigue des conseils qui sont vraiment à l'emporte-pièce. Il faut qu'on arrive à travailler sérieusement pour que la France, que nous aimons bien, continue à travailler avec l'Afrique d'égal à égal, gagnant-gagnant, dans un contexte beaucoup plus serein. Vous pensez donc que la France a sacrifié l'Organisation internationale de la francophonie pour des intérêts personnels et géopolitiques et pour se réconcilier avec le Rwanda parce que les relations sont un peu difficiles entre les deux pays, c'est ça? Il me semble que c'est ça. Et puis je poserai la question, au sein de l'organisation de l'OIF, il y a quand même un certain nombre de pays qui sont de l'OCDE, des pays très développés, qui ont des concepts de développement importants. Parlons-en. Il y a plus ou moins 800 millions de consommateurs, en plus de, lorsqu'on compte ceux qui viennent en observateur. Et il y a là 8% du marché mondial. Avec 8% du marché mondial, nous n'avons pas bradé cette organisation. Économiquement, ça risque de prendre un coup. La preuve, c'est que le Congo, quand il trinque, et pratiquement toute l'Afrique aussi est en train de se noyer. Parce que là, on n'a pas encore vu partir des jeunes Congolais, les 60 millions de jeunes Congolais en exil, en prenant la mer, avec toutes les catastrophes que nous avons observées en mer. Donc il faut éviter toute catastrophe. Parce que l'abus de pouvoir, la concentration de responsabilités, actuellement le Rwanda est à la tête provisoirement de l'Union africaine. De l'Union africaine. Mais l'Union africaine, avec la gestion de l'Union africaine, c'est déjà compliqué. 80%, 82% des États ou des régimes qui sont au sein de l'Union africaine sont des régimes autoritaires, des régimes dictatoriaux. Comment faire? On ne peut pas lui ajouter encore une responsabilité de ce niveau-là sans avoir des concepts et, j'allais dire, un discours apaisant et sans non plus dire au président qu'il parraine en face, au Congo-Kinshasa, de pouvoir lâcher du lest, de pouvoir laisser les élections
libre et transparente se tenir dans ce pays. Est-ce que vous y croyez encore à ces élections libres et transparentes dans votre pays, la RDC? Selon les échos que j'ai de tous les responsables politiques, on a peur d'une chose. C'est la machine à truquer les élections. Parce que les élections sont un peu... le régime a fait main basse sur la CENI. Et la Cour constitutionnelle. Voilà, la Cour constitutionnelle. Et puis, la Constitution aussi, bon, elle est écrite en langue française. Moi, je demanderais quand même à nos philologues, à tous ceux qui aiment la langue française, de bien jeter un coup d'œil sur cette Constitution, qui est quand même un peu tordue et avec j'allais dire, des formulations qui sont d'un autre siècle. Moi, je pense il y a aussi un travail de la langue française là-dedans. Parce que la Constitution, elle est mal écrite, avec des sous-entendus, avec des silences, avec des choses qui sont plutôt clientélistes. C'est pour ça qu'il y a des parlementaires, c'est pour ça qu'il y a des dispositions qui doivent accompagner une constitution. On ne peut pas tout dire dans une constitution. On ne peut pas tout dire, mais en même temps, quand c'est du copier-coller de la Constitution française, la France doit avoir aussi un droit de regard. Lorsqu'on copie sa Constitution et qu'on la biaise quelque part, on la tord, parce que en énoncé, le préambule de la Constitution du Congo dit exactement la même chose que le préambule de la Constitution française. Oui, mais la liberté, la démocratie, l'égalité, ce sont des choses que nous partageons comme valeurs humaines. Et en plus, ils ajoutent, ils disent la République démocratique du Congo est une république sociale. Et il n'y a rien de social. 84% de chômeurs, 80% de pauvres. Mais on a vu ça où dans le monde? Et du coup, cette élection, elle va se tenir ou pas? Ou il va y avoir encore un glissement du fait de Ebola qui sévit en ce moment? Ce sera ma dernière question. Je pense qu'avec Ebola, nous nous posons des questions pour savoir si l'Ebola de 2018 n'est pas le même Ebola du temps de Mobutu. C'est-à-dire? À cette époque-là, Mobutu était quand même embêté par son opposition. Et je lance un appel en ce moment à tous les laboratoires biologiques, tous les laboratoires qui font des travaux sur la biologie, de faire attention et que toutes les données qui sont dans ces laboratoires, on sait aujourd'hui que le monde est exposé à un danger d'une guerre biologique. On ne peut pas permettre à n'importe quel État, surtout des États sanguinaires, des États qui sont tortionnaires, de pouvoir accéder à ce genre d'informations. Donc nous devons faire attention. À l'époque, Ebola a été éradiqué du temps de Mobutu sous 11 jours. Avec quels moyens? Vous avez trouvé ça très bizarre? C'est quand même un peu bizarre. Parce que à l'époque, mon frère, paix à son âme, un de mes frères, le docteur, Richard Mukalenge, y avait travaillé. Et je trouve que là, aujourd'hui aussi... C'est un Ebola plus politique qu'un problème de santé publique générale. Je me pose des questions. Et votre conviction personnelle vous dit quoi? Dans ma conviction personnelle, je me dis, pour le pouvoir, on ne peut pas sacrifier le peuple. Le pouvoir vient du peuple. C'est le peuple qui donne le pouvoir aux gens. Et lorsque le pouvoir n'en veut plus d'un régime, il faut que les régimes soient sages pour se retirer de manière honorable. Et la manière de le faire, le Congo est un pays où le peuple est un peuple résilient. Il a supporté énormément de souffrances. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut que les gens soient conciliants. Que ce soit les politiques qui sont dans la majorité et ceux qui sont dans l'opposition, qu'ils trouvent un terrain d'entente pour faire que le président qui a du mal à partir puisse trouver une sortie honorable et que cette sortie se fasse avant les élections. C'est ce que demandent tous les clergés, le Monseigneur Monsengo, les pasteurs de l'Église catholique, les imams qui sont au Congo. Ils demandent qu'il y ait cette sortie et que les élections se fassent sans la présence de Monsieur Kabila.
Je souhaite en tout cas à votre pays de connaître la paix, la stabilité et que les élections se tiennent un jour ou l'autre enfin pour que la démocratie puisse aller de l'avant et le peuple congolais connaître aussi le goût de la démocratie. Merci Josué Mukalengue d'être venu dans l'entretien du jour. Je rappelle que vous êtes président de l'association de médiation interculturelle, auteur donc de la fameuse tribune dont on parlait tout à l'heure, une tribune qui s'insurge contre le soutien de la France à la candidature du Rwanda à la tête du secrétariat général de l'OIF. Merci infiniment d'être venu dans l'entretien du jour. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment sur Télé Sud. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.